Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure, chez Katharina Sad, vigneronne engagée et bosseuse acharnée. Katharina est à la tête des Aurets, où les chais se situent à Pommard. Nous sommes donc en côte de Beaune, vignoble occupant une zone étroite entre Ladois-Sérigny et Marange. Avec Katharina, nous aborderons différents sujets, comme par exemple son parcours ainsi que les raisons qui l'ont poussée à s'installer en terre bourguignonne, de son domaine, de son activité de négoce, de son approche par rapport à la biodynamie, ou encore de ce que c'est qu'être une femme, qui plus est étrangère, dans un environnement principalement masculin et assez traditionnel que reste la Bourgogne. Bonjour Katharina. Bonjour. Merci tout d'abord de prendre du temps d'échanger pour en savoir un peu plus sur toi et tes vins. C'est la première fois qu'on interviewe quelqu'un à la boutique, donc on est encore plus heureux. Voilà. Pour que nos auditeurs te connaissent un peu plus, pourrais-tu nous expliquer un peu ton parcours de vie et s'il a toujours été lié au vin? Oui, avec plaisir, pas de problème. Alors, moi, je suis allemande. Ouais. Je viens de Dresde en Allemagne et après mon bac, j'ai fait un apprentissage comme cuisinière. D'accord. Et j'ai fait ça pendant quelques années dans la restauration étoilée en Allemagne. En Allemagne toujours, Et d'accord. bien sûr, je peux dire que c'était évidemment le premier contact avec du très bon vin. D'accord. Oui, Mais forcément, sur des tables étoilées, il doit y avoir des il y avait très à jolies la fin cartes. des services de temps en temps quelques gouttes dans des belles bouteilles et c'était déjà assez formateur. D'accord. Mais j'avais pas cette idée du tout de me convertir et je suis après cette expérience partie pour faire des études de sciences alimentation Ouais. et c'était dans une ville au nord de l'Allemagne et là-bas à la fac à côté pour me faire un peu de sous, j'ai travaillé chez un caviste. Ok. Aussi restauration, caviste, mais plutôt service et vente. D'accord. Et là, c'est vraiment où j'ai plongé beaucoup plus dans la matière et Dans littéralement. l'univers du vin. Oui, D'accord. c'était ça. Et c'est aussi là-bas où j'avais envie pour la première fois de faire une vendange. Ok. Et quelqu'un m'a donné les contacts du Weingut Schäfer Fröhlich, c'est la région de Nahe. Qui se situe à peu près où en Allemagne? Le Nahe, c'est un fleuve qui finit dans le Rhin. D'accord. Alors, tu as le Rheingau. Mhm. Et le Nahe, ça vient de l'Est D'accord. et c'est très pointu et principalement Riesling. Oui. C'était très facile de tomber amoureux. Ouais. En plus, Donc ta première approche au vin, au raisin, production, était voilà. vraiment à ce moment-là. En étant étudiante avec d'autres jeunes qui faisaient les vendanges et Ouais. on bossait comme des fous dans la journée, dans des vignes très pointues. Du Riesling et c'était pas et oui c'était des vendanges plus tardives quand même qu'en France. Ouais. Il faisait froid le matin, on sentait pas le doigt, mais bref, on travaillait dur et le soir on picolait. C'était la fête. C'était la fête et c'était vraiment très très facile pour moi de tomber amoureuse avec ce métier et c'est là où j'ai compris ça pourrait peut-être être quelque chose pour moi professionnellement. Mhm. Mais pour être sûre, parce que j'avais déjà changé le métier une fois, j'ai dit je vais faire un stage longtemps, vraiment pour voir tout le côté de la production. Et via d'autres contacts, j'ai eu l'adresse du domaine Chevreau dans le Marange. D'accord. Entre les temps, j'avais fini mon bachelor. Oui. Et j'ai cherché si l'œnologie peut être quelque chose pour faire un master. Ok. Mais d'abord, un stage pour être sûr. Pour confirmer que tu veux vraiment rester dans ce milieu. Exactement. Ok. Et voilà, en 2010, je suis partie pour la Bourgogne. Je ne parlais pas un mot français. Bah, dis donc. Et je ne connaissais rien du tout. D'accord. Voilà, je connaissais à peine qu'il y a du pinot noir et du chardonnay et de la ligotée Tu et du savais qu'il y avait du gamay. raisin. Au moins. Voilà, mais vraiment, Ouais. je connaissais. Mes parents, ils sont très culinaires. Mhm. C'est vraiment eux qui m'ont poussé de faire cuisinière. Mais pour le vin, il restait plutôt local Oui, très classique. voilà, il y avait pas, on buvait pas des vins bourguignons à la maison. D'accord. Et voilà, je suis arrivée et les Chevreaux, heureusement, je suis tombée sur cette famille extraordinaire parce qu'ils sont très,
très éduqués et tout le monde travaille. À l'époque, les parents, ils étaient un peu plus jeunes. Du coup, tout le monde travaillait, toute la famille travaillait. Tout le monde était aux vignes, en cave, tout le chacun monde avait sa faisait place, tout. quoi. Oui, exactement. Et c'est vraiment... Bah, ils m'ont montré les côtés durs, qu'il faut y aller quand il fait très chaud et quand il fait très froid, quand il pleut. Mais ils m'ont aussi montré, ils voyageaient énormément. Le côté plus festif du vin. Mais aussi que le vin, il lie différents continents, différentes mentalités et tout. C'est Ouais, tout à génial. Et tout ça dans le Marange. On n'est pas en Côte de Nuit, oui, tout à fait. Et c'est aussi important parce que voilà, c'est quand même moins connu comme appellation et eux, ils étaient toujours obligés de bouger pour avoir la reconnaissance ou je ne sais pas comment dire, oui. Oui, on oublie souvent que les vins de Bourgogne n'ont pas toujours eu la réputation qu'elle a actuellement. Oui. Donc oui, bien sûr, il y avait du gros travail, surtout pour ces appellations un peu moins connues. Oui, non mais c'est... Heureusement, je suis tombée sur eux. Donc le domaine Chevreau, première histoire d'amour, bourguignonne, oui. premier attachement en tout cas. Oui. Est-ce que c'est ce qui t'a fait rester en Bourgogne? Non. Non. Ça, c'était clairement une décision privée. D'accord. Parce que, voilà, après 3 mois déjà, en France, j'ai fait la connaissance de mon mari, maintenant mari. D'accord. Et on parlait à peine la même langue, mais on se comprenait très bien. Oui. Et pendant ce stage-là, j'ai eu la confirmation pour mon master en œnologie. Oui. Qui, les premières années de ce master européen étaient à Montpellier. Et la deuxième année, je suis allée à Geisenheim, qui est la fac d'œnologie en Allemagne. Donc, ils ont un partenariat entre C'est un master européen, exactement. Ouais. En fait, on peut choisir plusieurs pays européens. Et voilà. Et pendant les premières années à Montpellier, tout le week-end, j'ai passé à Dijon parce que mon mari, il est bourguignon. Oui. Il n'est pas vigneron. Mais il comprend très bien le métier parce qu'il a baigné dedans. En Bourgogne, de toute façon, tout est lié au vin, à n'importe quel métier. Ouais. Même le plombier, il va travailler pour les vignerons. C'est ça. Voilà, et c'était clairement privé, la décision pourquoi rester ici. Mais voilà, maintenant, après 11 ans, ça me montre que ça me convient très très bien. Je ne vais pas oublier mes racines, je suis allemande, mais tout ce qui... Les bourguignonnes d'adoption. Non, mais ça convient très bien à mon caractère. C'est parfait. Super. Et après le domaine Chevreau, as-tu travaillé dans d'autres domaines avant d'avoir l'idée des orées? Oui, j'ai fait vraiment le tour de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune pendant 8 ans. Ok. Parce que les enfants sont arrivés très vite. On viendra justement en fait d'avoir une vie de famille par la suite. Oui. Par la suite dans l'entretien. Mais comme aujourd'hui, encore plus qu'avant, je pense que c'est très important de voyager. Et normalement, pendant ou après les études, voilà, l'idée c'était de partir aux États-Unis, autres pays, autres vignobles. Et par contre, comme les enfants sont arrivés tôt, et je suis restée en Bourgogne, et j'ai fait plusieurs stages. Après, des petits jobs comme saisonnière, et après, assistant d'une vigneronne, et après aussi chef de culture dans le domaine en biodynamie. Lequel tu peux citer Oui, je peux. Alors, à part de tous mes stages, où j'étais extrêmement chanceuse parce que j'ai travaillé avec Benjamin Leroux, par exemple. D'accord, oui, une belle maison. Ouais. C'était ma première vinification. J'ai fait des petits et des gros. Alors, Contarmont, c'est très petit. Après, j'ai fait la maison de Rouen, qui est vraiment... c'était plutôt... Là, j'ai fait la connaissance des plein de techniques que tu vas jamais rencontrer. Surtout en termes de cave, d'œnologie. Oui, c'était pendant la vinification. Ouais. Et c'est important et très formateur. Et après, voilà, j'étais assistante pendant 3 vinifications et aussi la saison verte chez Cécile Tremblay à Moret et Vaughan. Et chef de culture, c'était au domaine Marquis d'Angerville, à Vonnet. D'accord, donc c'est là où tu as terminé. Non, mais c'est pas grave, ça suffit pour l'histoire. D'accord, ok. Et aujourd'hui, donc au fil de tes expériences,
Donc après les différentes expériences que tu viens de citer, viennent les orées. Alors, en fait, oui, je dois admettre que ce n'était pas mon premier but de me mettre sur mon compte. Mais je voulais vraiment, j'ai cherché, je voulais trouver ma place, ma niche. Mais voilà, on est en Bourgogne, les domaines sont, soit c'est des très grandes maisons de négoce, Oui. ou c'est des petits domaines familiales où vraiment tout le monde a déjà sa place, ou c'est des domaines moins de 10 hectares, alors c'est le patron qui va aussi aux vignes, et Tout à fait, après oui. il y a une secrétaire et tout. Mhm. Et ça n'a jamais matché on avait une toute petite possibilité d'acheter une petite parcelle à Beaune. On habite à Ok. Beaune. Entre-temps, on a aussi déménagé à Beaune. Oui. Oui, au début, oui, quand on a acheté cette parcelle, je pensais que je vais la faire comme un petit jardin. Ouais. C'est Donc à pas côté loin. d'un boulot à plein temps. Exactement. Oui. Je peux aller en vélo à la parcelle parce que c'est vraiment pas loin. Ouais. Mais par contre, voilà, ma dernière expérience professionnelle qui n'était pas dans Javille, c'était un très joli domaine à la Côte de Nuit où j'ai été embauchée pour convertir le domaine en bio. Ok. Mais après quelques mois, c'était sûr, le propriétaire, il n'est pas prêt. D'accord. Et moi, j'étais déjà tellement avancée. En fait, les bio et la biodynamie, c'est des choses non négociables pour moi et c'est obligatoire. Mhm. Oui, oui. Et, Donc vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Non, ça. Et oui, on s'entend très bien toujours, mais voilà. C'est une décision. Et moi, je ne veux plus faire des compromis sur la bio. Oui. C'est bio ou c'est rien. D'accord. Et bien au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc les orées, Voilà. pourquoi déjà avoir choisi ce nom, Katharina? Alors, il y avait plusieurs idées. Les orées, ça vient de la mythologie grecque. Oui. Ça veut dire, c'est pour fêter les déesses des saisons D'accord. ou fêter le changement des saisons. Donc c'est une ode à la nature. Voilà, tu as le changement permanent, mais qui revient aussi. Oui. Et aussi, En anglais, hein, si c'est plus simple. non, j'ai oublié, j'ai perdu le fil. Donc l'idée, c'est de présenter les orées comme allant au fil des saisons. Oui. C'est les saisons, très important, c'est l'encre de notre métier. Et surtout aussi, en fait, je voulais une histoire qui chante et je voulais pas seulement mettre moi. C'était jamais très important pour moi de mettre mon nom sur l'étiquette. Hein. Oui. Déjà, notre nom de famille, si tu le prononces dans différentes langues, ça fait pas super gai. C'est compliqué. Non, ça me plaisait de raconter une histoire à la même temps. Et de mettre ça en avant au lieu de ma personne ou mon nom. D'accord, ok. Donc les orées avant tout, avant ton nom ou ton prénom. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, les orées, c'est quoi? Les orées, aujourd'hui, c'est 1,3 hectare en propriété. D'accord. Et répartis sur quelle crue à peu près? alors, nous avons les 4 cépages sur 3 communes sur 1,3 hectare. Oula, bienvenue en Bourgogne. Et c'est 6 parcelles, voilà. Et ben voilà. Là, c'est un très bon exemple pour la Bourgogne, c'est sûr. Exactement, puisqu'il y a énormément de parcelles qui sont morcelées, Oui. peu importe les domaines d'ailleurs. Oui, alors on n'a pas un domaine dans le sens classique avec la belle maison et les vignes autour. Ouais. On a acheté petit à petit quelques parcelles et on en cherche encore parce que d'être négociante, ça m'embête un peu. Ouais. Je préfère être vigneron. Pour moi, la production du vin commence clairement à la vigne. Ouais. Et pour, du coup, 2021, ça va faire notre 3e vendange. Et dès le départ, je vendange tout le parcelle où j'achète aussi le raisin. D'accord. Et pour 2021, si tout va bien, on va vendanger l'équivalent de 2,5 hectares. D'accord. Donc tu vendanges sur pied. Oui. Tu regardes donc tes raisins et tu as l'occasion de les trier. Exactement, je trie à la vigne et c'est ça l'idée. C'est aussi
de chercher des raisins bio en Bourgogne, acheter en négoce, c'est compliqué. Si tu veux de la qualité, il faut aussi faire un pas vers le vigneron. Je veux aussi lui faciliter ses vendanges parce qu'il a certainement d'autres parcelles à vendanger. J'ai dit, je m'en occupe. C'est moi aussi qui le paie et c'est le plus cher. Pour les vendangeurs. Et puis avec les millésimes que l'on a eus récemment, il est intéressant aussi de choisir soi-même sa date de vendange. Et ça aussi, techniquement, c'est même essentiel pour moi. Parce qu'on a clairement, entre les vignerons, pas la même vision sur les maturités. Non, c'est pour faciliter. Et surtout pour avoir plus de points sur la qualité. Oui, tout à fait. Tu arrives à suivre les parcelles d'année en année ou ça diffère de temps en temps? Pour le moment, on arrive au 3e vendange, on a encore la même chose que du premier millésime et on a ajouté deux autres appellations. Ça, tu vas nous en dire un peu plus par la suite. Donc, la propriété, tu nous as dit que c'était morcelé avec pas mal de parcelles. Quelles sont les appellations représentées sur ces hectares 3 de propriété? 1 hectare 3, voilà. Alors, nous avons des aligotés sur Volnay. D'accord. On a du pinot noir et du chardonnay sur Pommard et ça va faire Bourgogne rouge, Bourgogne blanc. Et on a une petite parcelle de gamay sur Pommard et également, c'est Coteaux Bourguignon. Le Coteaux Bourguignon, oui. Et last but not least, c'est Beaune. C'est Beaune, les Prévols. Oui. D'accord. Très joli cru. Donc, en bas de Beaune, vers la direction de Pommard. Exactement. Très bien. En Bourgogne, on voit certains domaines faire le choix du travail du sol au cheval. Là, on va parler un peu de viticulture. Quelle est ton approche par rapport à ça? On va commencer pour cette nouvelle campagne 2021 d'élaborer une parcelle en cheval. Et si ça se passe bien, je veux bien faire plus de parcelles à partir de l'année prochaine. Mais voilà, ça dépend vraiment le sol, ça dépend comment tu traites tes vignes, parce que sinon c'est très compliqué pour le cheval de rentrer. Si un tracteur traite le sol, ils vont être tellement tassés que le cheval et surtout la personne qui tient la charrue, ils ne peuvent pas suivre. Tu veux dire si c'est désherbé et que ça n'a jamais été labouré? Même ton traitement classique. Oui, d'accord. Même un traitement bio, mais un tracteur, ça dépend. Il y a de tout, mais on va dire c'est 4 tonnes. Il ne faut pas oublier. Et les largeurs de roue, c'est peut-être 40-50 cm. Oui. Ça tasse beaucoup. Ça tasse pas mal, oui. Oui. Alors, mais le cheval, bien sûr, est dans l'idée de la biodynamie, que le vigneron, c'est un paysan. Et cette globalité d'une ferme, c'est extrêmement beau. Nous, on ne peut pas le faire à notre échelle. Nous sommes trop petits. On a beaucoup à investir avec la famille pour avoir des vignes, mais on n'a pas d'investisseurs de l'extérieur. Vous investissez tout en propre, quoi. Ça reste très familial. Et la banque. Et la banque aussi, c'est partie de la famille maintenant. Voilà, oui, pas encore invité pour le repas de famille, mais c'est ça, bientôt. On devrait peut-être. Bientôt. Non, voilà, non, mais les travaux avec le chevaux, c'est très très beau et tu fais un travail beaucoup plus exact et adapté, mais il faut d'abord il faut. Comme toute chose, il faut essayer, voir ce que ça donne et ensuite tu pourras développer ça par la suite sur d'autres vignes. Mais j'ai aussi décidé de faire la plupart de mes vignes cette année en chenillard. D'accord, en chenillard. Parce que c'est plus économique et ça fait un très joli travail aussi. Oui. Mais le cheval, là, c'est surtout, j'ai fait une plantation, mon Bourgogne blanc sur Pommard. Et oui, l'idée, c'est au plus de garder cette parcelle sans tracteur. D'accord. Mais par contre, si jamais il y a un problème, il faut être économique et agronomique en même temps. Je peux toujours aller en tracteur aussi dans cette parcelle. Voilà, oui, tu ne te fermes pas la porte s'il y a une urgence à travailler de cette façon. Ce qu'on a quand même bien appris dans notre métier, il faut rester très humble, il ne faut pas s'enfermer dans des idées très très strictes et des recettes. Il n'y a pas de recettes. Et ce qui est beau, il n'y a pas trop de routine.
tous les ans, on mélange Ça les change. cartes et on Bah, verra bien sûr. où. On l'a vu récemment d'ailleurs avec le gel historique Oui. qui a frappé les vignes en Bourgogne. Donc là, on a vu le travail du sol. La biodynamie, c'est quelque chose que tu appliques aussi à tes vignes. Oui. Quelle est ton approche là-dessus? Tu estimes que ça apporte du peps, un plus à tes vignes? Alors déjà pour moi, la biodynamie et du bio tout court, c'est une vision de la vie. Oui, C'est pas que le vigne. Et d'abord, mon première entrée dans la biodynamie, c'est venu par la médecine. d'accord. J'allais chez des docteurs anthroposophiques en Allemagne. Et voilà, c'est un tout, c'est l'éducation des enfants, etc. Par contre, voilà, encore une fois, il faut pas s'enfermer dans des tiroirs. Et pour la vigne, pour la première fois, quand j'ai appliqué, c'était pendant mon stage à la Romanée-Conti. D'accord. Et je comprenais pas encore tout. Ça prend du temps. De toute façon, voilà, il faut aussi une certaine maturité. Voilà. Maintenant, 10 ans après, pour moi, c'est plutôt la nourriture intellectuelle. Mais bien sûr, les premières années, voilà, chez Dangerville, chez Contarmant, c'était côté pratique, quelle tisane, pour quel problème, dans quelle vigne, à quel moment, combien de temps je vais dynamiser. Oui, c'était très technique. Voilà, mais c'est important, c'était l'entrée. Et Ouais. après, fur et à mesure des années, il y a aussi d'autres formations qui sont apparues parce qu'il y avait la demande. C'est comment j'observe mes vignes, comment je les ressentis, comment je les perçois. Et maintenant, je me forme plus dans cette Dans cette perspective, quoi. Oui, parce que en fait, ça me permet de prendre mes décisions beaucoup plus individuellement. Oui. Et plus Et de adapté. façon globale, Oui. peut-être. Et peut-être même plus objectif. C'est compliqué à expliquer, mais avec oui, pour moi, c'est être aussi plus objectif. D'accord. Maintenant, on va parler de quelque chose un peu plus personnel, on va dire. Par rapport à ton projet, quel a été un peu ton ressenti sur le fait d'être une femme, qui plus est mère de famille, se mettant à son compte en tant que vigneronne en Bourgogne? Est-ce que les débuts ont été compliqués? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres vigneronnes que tu connais dans ton cas? Quel a été ton ressenti dans ce milieu assez traditionnel et masculin? Alors le début, c'était génial. Oui. Parce que j'arrivais ici, la petite blonde allemande qui surexcitée, surmotivée, c'est tout, sur les découvertes sur le que tu peux tracteur, faire. sauter dans la cuve, et voilà. Et ça, c'était génial. Et tout le monde avec qui j'ai travaillé au début, ils m'ont fait tout partager. Hein, Pablo Gévaux, Benjamin Leroux, D'accord. chez Drouin et Jérôme Fourbrac, etc. Et Oui, ils étaient Mélanie dans une Cyr. logique de partage, d'apprentissage, quoi. C'était incroyable et voilà, là c'était aucun problème et même très beau et je me sentais très à l'aise et par contre les moments où voilà j'ai avancé un peu, je voulais des jobs avec j'ai cherché ma place dans un domaine où je peux prendre des responsabilités, Oui. etc. Mais voilà, c'est là où je rencontre un peu des problèmes, Des difficultés, ouais. où je me suis rendu compte que la Bourgogne est une côté, c'est important de respecter les hiérarchies, mais en fait les Français mentalement ils aiment pas l'autorité. Oui, c'est sûr. Oui, donc il y a des contradictions internes. Légèrement. Voilà. Voilà. C'est ce qui fait la joie de notre pays. Des contradictions internes. Oui, maintenant je peux en rire. Ouais, voilà. Mais quand j'étais dedans, je peux te dire, il y avait quelques moments très durs. Oui. Et voilà. Et par contre, depuis je suis sur mon compte, c'est incroyable. Les gens, ils viennent vers moi, ils disent c'est très courageuse, ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites, parce que c'est moi qui s'occupe de la production, mais bien sûr on est deux. Mon mari il n'est pas vigneron, Avec ton mari, mais, oui, mais qui te supporte, qui aide beaucoup. Ces genres de choses, voilà, tu peux pas faire tout seul. J'ai remercié même mes enfants qui comprennent. Il y a des moments maintenant où
Même un dimanche matin, s'il fait beau, je vais aller tailler. Ou les mercredis où normalement je garde les enfants et c'est la bonne journée pour soutirer, tout à fait. ils vont manger un sandwich à midi. Oui, c'est ça. Oui. Par contre, avant Noël, c'est plutôt calme. Et là, je les cherche tôt à Donc là, l'école tu profites d'eux. et on passe des très bons moments. Donc tu arrives de plus en plus à jongler entre vie de famille et vie de vigneronne. Voilà. Oui. Non, et je dois aussi dire, voilà, maintenant je suis sur mon compte avec notre domaine. La reconnaissance des collègues est incroyable. Oui. Et en parlant de collègues, justement, tu as d'autres collègues vigneronnes aussi qui font un peu, qui sont dans la même dynamique que toi? Oui, par exemple, oui, bien sûr, il y a un de mes meilleurs amis dans le vin, c'est Tomoko Kuriyama, qui a D'accord. créé un négoce à Savigny avec son mari Guillaume Bott. Oui. Et Chantrève. voilà. Et déjà, elle est étrangère aussi. Il y a plusieurs exemples comme ça, si tu veux, je peux développer. Mais c'est plus par rapport à l'association dont tu m'avais parlé. Oui, et en 2019 ça me fait beaucoup plaisir. On a créé une association entre vignerons et l'initiative venait de Camille Thirier et Alex Millot. Alors, D'accord. 2 exemples femmes vigneronnes. Et Camille, elle vient de l'extérieur, elle est parisienne et elle a comme moi créé son mini négoce domaine, la même formule comme moi, elle a créé ça en 2016. D'accord. Et Alix Millot, elle vient d'une famille traditionnelle à Nuit-Saint-Georges. Mhm. Et par contre, voilà, ça emmène une dynamique. Et le but de cette association est de promouvoir des petites appellations. Au début, on disait petites appellations, genre Bourgogne, Haute-Côte, Alox. Les temps ont changé depuis. Maintenant, on dit des appellations discrètes. Voilà, c'est ça. Et c'est plus joli. Et ça marche très très bien. Déjà, c'est sympa d'échanger entre filles. Là aussi, le public Et très réceptif Ouais. à ce genre de choses. Oui, Ouais. c'est beau. Donc l'idée, c'est de développer justement cette association mi-fille, mi-raisin pour mettre aussi, pour montrer aussi que la jante féminine peut faire aussi bien On que... n'est pas des féministes. Hein. Non, la jante Au contraire, féminine, on que est les très bien femmes. conscients. C'est beaucoup plus sympa de travailler hommes et femmes. Oui, Et d'ailleurs, malheureusement, elle s'était annulée à cause du Covid, mais on avait organisé une dégustation voilà, avril 2020. oui, Et là, on avait invité des copains vignerons. d'accord. Pour faire un peu un mix. Ben oui, il faut qu'on le refasse. Bien sûr, oui, Et oui. il y avait Sylvain Patel qui disait oui, David Croix D'accord. et Jérôme Galeron. Ah oui, ça aurait été sympa. Ah ben, ça aurait été magnifique, Mais il bon, faut qu'on le refasse. ça n'est que partie remise pour 2021. Oui, Voilà. oui, on va le faire. Donc, premier millésime 2019, tu étais plutôt satisfaite de ce qui est sorti, qualité optimale des raisins. En termes de maturité, c'était comment? Les 2019, dans toutes nos parcelles, déjà, il y avait un peu de gel. D'accord. Mais ça n'a... De toute façon, moi, j'avais pas de comparaison, comme c'était le premier millésime. Oui. Et les rendements étaient OK, mais plutôt faibles. Mhm. Et surtout, ça a amené une belle densité à la matière. Oui. Et en termes de... Il y avait la maturité et il y avait l'assidité. Ça donne des très jolis équilibres. Ouais, c'était vraiment la trame de ce millésime 2019. Non, c'est très beau. Du coteau bourguignon au beaune, c'était vraiment cette trame, c'était assez concentré. Et par rapport au millésime 2020, Mhm. qu'est-ce que tu en penses? Comment ça goûte actuellement sur fût? On peut comparer 2020 et 2019. Il y a quelque chose qui est similaire, mais pour moi, j'ai l'impression le 2020, je parle pour moi, Oui, oui. pour tes mes vins. vins, j'ai l'impression le 2020, il a besoin un peu plus de temps D'accord. pour trouver son équilibre. Et le fruit est là, mais la structure, ça suit pas encore. Et pour moi, du coup, j'ai décidé de prolonger un peu les élevages. D'accord. Et comment je peux expliquer ça? Alors, on avait des étés très chauds et on a vendangé très tôt. Oui.
Ça veut dire, on a la maturité, on a des degrés d'alcool, il y avait du sucre, mais les acidités, ils sont pas encore dégradés par le temps. D'accord. Moi, j'ai commencé à vendanger le 18 août. Ah oui, c'est très tôt. Oui. Oui, c'est très tôt. Mais les vignes étaient fatiguées aussi, et c'était le moment d'y aller. D'accord. Je ne regrette pas ma date de vendange, et de toute façon, c'était comme ça, tout le monde a vendangé au mois d'août. Oui. Voilà, je me pose des questions sur l'équilibre du vin parce que la période la végétale a été plus courte, quoi. Oui. Donc l'idée, c'est d'allonger les élevages pour affiner un peu cette acidité et la faire éventuellement retomber et l'harmoniser avec la matière qui est déjà là. Mais moi, j'aime quelque chose que j'aime dans le vin, c'est l'acidité aussi. D'accord. Alors j'ai fait beaucoup attention de ne pas vendanger en trop de maturité. D'accord, ouais. Oui. Ce qui explique aussi... Il n'y a pas de vin qui est plus de 14 degrés dans ma cave. Il n'y a pas de 14. Ce qui est bien pour le millésime 2020 où certains degrés explosent pas mal les 14. Ah bah oui. Ouais. Dernière petite question technique en termes de vinif. Ton rapport au soufre. As-tu l'habitude de sulfiter lorsque les raisins arrivent? As-tu l'habitude de sulfiter après malo ou ça dépend vraiment du millésime, des raisins que tu rentres et de la cinétique de vinification et de fermentation? Alors, dans mon premier millésime 2019, j'ai encore essayé. Il y avait quelques cuvées sulfitées à la vendange et quelques cuvées vinifiées sans soufre. Oui. Et après, par contre, j'ai sulfité après fermentation malolactique, Oui. mais pas à la mise. Et maintenant, 2020, j'ai vinifié sans soufre tous les cuvées. En ce moment, les malolactiques sont faites. Mais je n'ai pas sulfité tous les cuvées. Ça dépend vraiment le fût, comment ça se goûte. D'accord. Et par contre, je vais ajouter et vraiment ajuster plus exactement les doses de soufre à la mise en bouteille. Avant la mise en bouteille, d'accord. Ce que tu n'avais pas fait en 19. Oui. Ok. Du coup, dans l'idéal, je vinifie sans soufre, mais je protège mes vins plus tard. Ouais. Donc pour les 2020, en parlant des nouveautés dont tu parlais au début de notre échange, quelles nouveautés vas-tu avoir? Alors, de premier millésime, il y avait 6 cuvées. Oui. Allemand, Bourgogne aligoté, Pernon Vergelès, Primicru, le Fichot, Bourgogne rouge, Coteau Bourguignon, mais c'est un passe-tout-grain. Oui. Ça veut dire 60% Pinot Noir, 40% Gamay. Après, j'ai... Le Pernon. Pernon, c'est dit. Il y a Beaune et Gevrey Village. Voilà. Gevrey Chambertin Village. 6 cuvées pour commencer. Et en 2020, j'ai ajouté Bourgogne blanc, des jolis raisins de Meursault en bio. Et l'objectif, c'est... En fait, j'ai une plantation de Bourgogne blanc. Oui. Et je la fais ce printemps. Et une plantation a besoin de 3 ans pour être en production. Et on dit aussi que les jeunes vignes, ils sont moins qualitatives. D'accord. Alors, du coup, j'ai déjà commencé en achetant du mou des plus vieilles vignes sur Meursault. C'est très qualitatif. Et au fur et à mesure que ma vigne soit prête, je peux soit assembler, soit distinguer les deux cuvées. Oui, je verrai. Ou en faire qu'une. À voir. Oui, ou peut-être du crément, ou je sais pas. Ou pourquoi pas du crément sur les premières années, ça peut être intéressant. J'ai envie de jouer. Voilà. Et la deuxième nouvelle, c'est Savigny Village, le Vermont. Une vieille Savigny vigne. Village, oui. Sur la hauteur de... D'accord, donc ça c'est ta partie achat de raisin, ça. Exactement, mais ça, c'est vraiment c'est les mêmes propriétaires que les Fichots, Pernon. D'accord. On fait, j'ai pu intervenir sur la parcelle pour la biodynamie. On fait ça ensemble. Okay. C'est une très très belle tu collaboration. Peux suivre sur l'année ces parcelles en faisant toi-même tes préparats biodynamiques. Oui, avec le propriétaire. Ça, c'est super. Et oui, c'est génial. Et on décide ensemble la date de vendange, on discute, on échange. C'est les 2 parcelles que je vois le plus. D'accord. Oui. Ouais, Pernon et Savigny. Donc. Mais cette année, de toute façon, sauf mon Gevrey, c'est moi aussi qui fait des traitements phytosanitaires pour encore 2 autres parcelles où j'achète les raisins. D'accord. Du coup, j'ai plus en plus quand même
des pâtes sur Tu des as la main, parcelles. tu as la main sur tes parcelles, contrairement à d'autres maisons de négoce qui ont moins Ouais. cette approche vigne Ouais. et plus cette approche vin. Oui. D'accord. Eh ben ce n'est que des bonnes nouvelles pour la suite en tout cas. Mhm. Merci Katharina pour ton temps et toutes ces explications. Avec Euh, plaisir. Katharina, pour conclure, aurais-tu un dernier message à faire passer à nos auditeurs, ceux qui sont à la recherche de vins vrais, vivants et surtout curieux? Quel serait ton conseil Bah, pour les gens qui découvrent le vin? il faut se fournir chez Aventure et il y a une très belle Déjà, oui, sélection. c'est gentil, merci. Et bah voilà, il faut rester curieux. Oui, Il y a plein de choses qui bougent en Bourgogne. Je trouve ce qui est génial ici, et on a une pureté des cépages. oui. Et ce qui est important pour moi, c'est rester fidèle au terroir bourguignon et aux appellations. Mais il y a des choses qui sont de plus en plus personnalisées. Mhm. On boit aussi la pâte du vigneron. Tout à fait, les Et styles. il y a des très beaux exemples. J'ai envie de dire des nouveaux styles bourguignons tout en restant fidèle au terroir. Des nouveaux styles. Eh ben, en tout cas, merci Katharina. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour que tout reste Que comme du c'est, succès. c'est génial Voilà, pour le une belle moment. vendange. Et déjà, voilà, on Une va belle croiser vendange les doigts. 2021 après le Pour la gel saison. que tu as connu. Ouais. Mille merci Katharina, en tout cas pour ta gentillesse et ton temps. Amis auditeurs et auditrices, on espère que vous connaîtrez un peu mieux à l'aide de ce podcast les vins de Katharina Sad des Aurées. À retrouver bien sûr à notre boutique Aventure à Beaune. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.